Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Et oui, la Team Sparring Podcast se retrouve à minuit 51, un mercredi, enfin une soirée de mardi à mercredi. Pourquoi? Parce que l'actualité nous a embauchés, nous fait travailler en soir et j'espère que vous allez tous bien, évidemment, si vous vous levez et que vous êtes en quête de podcast pour débriefer un peu les infos du soir. Eh bien, nous sommes là, la Team Sparring, Lionel et moi, pour vous débriefer la récente actualité et notamment 4 combats très costauds qui ont été annoncés par Dana White et l'UFC. Bonsoir, mon cher Lionel. Eh, bonsoir mon cher Clément, et comme on disait juste avant le début de cet enregistrement, une fois n'est pas coutume, on va remercier Dana, parce que quand il a annoncé dans la journée qu'il allait parler sur son Insta, on imaginait que ce serait encore vers les 3, 4, 5 heures du matin. Non, que nenni, il n'en a rien été, et je peux pas m'empêcher de me dire c'est parce qu'il a pensé à nous. Bah, c'est possible qu'il ait pensé à la France et à l'Angleterre, Oui, mine de rien, parce que c'est vrai, absolument, c'est vrai. tu vois, Ouais, ouais, de faire l'annonce. C'est tard, mais pas trop. hein, Donc, mais c'est absolument. assez agréable. C'est sympa de sa part. On le remerciera pas pour grand-chose, mais c'est pour ça on peut le remercier, tonton Dana. 4 combats donc qui ont été annoncés, 3 pour l'UFC 320 qui aura lieu le 4 octobre et un pour l'UFC 321 qui aura lieu le 25 octobre à Abu Dhabi. Évidemment, c'est ce combat-là qu'on va évoquer en premier, puisqu'il nous concerne nous directement, même si on est des patriotes non revendiqués, c'est moins qu'on puisse dire. Et ben, c'est un Français qui combattra en headliner de cette UFC 321, Tom Aspinall contre Cyril Gane, le champion unifié, ça y est, de la catégorie des poids lourds, face au numéro 1, au contender numéro 1. Je ne sais pas si c'est le prétendant numéro 1 légitime, on va en parler tiens, dans ce podcast d'ailleurs, mais en tout cas, factuellement, c'est le numéro 1 à l'UFC. Première réaction, Lionel, quand tu as vu cette info, tu t'es dit quoi? C'est pas trop tôt, c'est génial, on fait la fine bouche, on profite de l'instant, de l'opportunité. T'es comment? Bon, bah, c'est logique. Non, il y a une petite excitation parce que enfin cette catégorie elle avance. Voilà, ça faisait Ouais. tellement longtemps qu'on attendait l'annonce d'un combat, d'un title shot quel qu'il soit, que enfin, ça y est, enfin, et enfin Aspinal va pouvoir combattre en tant que champion. C'est pas trop tôt. Voilà. Après, bah, c'est ce qui était un peu attendu. Là, on va parler de la légitimité ou non de ce tel match-up, mais c'est pas une surprise en soi. Voilà. Surtout, ça faisait quelques jours que les rumeurs bruissaient de plus en plus. Voilà, c'est juste l'officialisation, donc on va enfin pouvoir passer à autre chose en fait. Ouais, je suis assez d'accord. La question de la légitimité, elle est assez vite posée finalement parce que tu as donc Cyril Gane qui est contender numéro 1. Le numéro 2, c'est Alexander Volkov. Tu te rends compte? Ouais, ouais, c'est vrai que vu comme ça, la question se pose moins, mais j'ai quand même un souci. Tu sais qu'on aime bien, toi comme moi, et puis comme tous les gars de la team, l'équité sportive. Hmm. Et force est de constater bah, que le dernier combat de Gann, on l'avait débriefé, pour toi comme pour moi, il ne l'a pas remporté. Donc de le voir aujourd'hui choper un troisième title shot après avoir attendu, après avoir refusé des combats, après avoir évité Aspinal quand ce dernier n'était pas encore champion, de le voir recevoir telle récompense à la suite d'une défaite d'une victoire, tu vois, lapsus involontaire, d'une victoire plus que litigieuse, ça peut faire tiquer. Je comprends. Après, moi, je peux pas m'empêcher de trouver ça logique parce que déjà, mon argument numéro 1, c'est qui tu mets d'autre. Volkov, il sort il avait combattu Pavlovich et il sort du combat contre Cyril. Je crois pas qu'il ait recombattu depuis. Donc cette fameuse défaite que tu évoquais à l'instant de Volkov. Curtis Blades, ensuite, a fait un combat où il gagne d'un rien contre Rizman Kouniev, qui était un non-ranké qui faisait son premier combat à l'UFC. On en pense ce qu'on en pense de Kouniev, mais le fait est qu'il n'a pas gagné avec beaucoup de marge. C'est un combat très serré, ou en tout cas, bon, très serré, ça nivelle pas la chose vers le haut quand je dis ça, hein, évidemment. On a Jailton Almeida qui sort d'une victoire contre Sergei Spivak, mais le ralentissement dû à la défaite contre Blades, justement, m'amène à penser que battre Romanov, bon, on s'en fout un peu, et battre Spivak,
Moi, je trouve ça pas mal de battre Spivak au premier round comme il l'a fait. Spivak, il n'a pas été fini par tant de monde que ça. Donc je trouvais ça pas mal. Mais Almeida numéro 5, quand t'as Cyril Gane numéro 1, c'est trop compliqué. Après, t'as Waldo Cortés Acosta, et ensuite on arrive à partir de Cortés Acosta, en fait, on arrive dans les tréfonds très vite. Donc ça se joue entre 4 personnes, dont une qui trust quand même le top 3, le top 2 de la catégorie depuis 3-4 ans maintenant, dans la personne de Cyril, depuis 4 ans maintenant. On a Volkov qui, up and down, bah, en fait, par la porte de derrière, il arrive en deuxième mondial. Pavlovic, il y a quand même un shutdown terrible depuis sa défaite contre Thomas Spinal. Et aucun intérêt en l'état, après un combat qui a duré une 30, de le remettre, de le refaire passer devant Cyril pour ce title shot. T'as Curtis Blades, bah en fait, il mérite beaucoup moins que Cyril. Enfin, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, Curtis Blades ne mérite pas aujourd'hui d'arriver au title shot. Jelton Almeida était le seul finalement qui pouvait avoir cette crédibilité, ou en tout cas ce frisson, mais il lui manque une victoire contre un des membres du top 4. Parce que le seul combattant du top 4 qu'il a pris, c'est Blades, et il a perdu au deuxième round. Une défaite un peu ennuyante quand même. Parce que après le premier round qu'il fait, le deuxième round est très mauvais d'un point de vue QI fight et tout. On en a déjà parlé longuement dans le débrief de ces combats-là, mais on en arrive à un point où moi, j'ai pas. La question, elle est plus sur le fait de se dire est-ce que c'est un prétendant par défaut ou pas. Moi, je me refuse d'y penser. Cyril, quoi qu'on en pense, il a réussi à battre Volkov sur un pied, puisqu'il avait sa blessure donc aux orteils, au pluriel. Voilà, c'est le combat qui fait sens. Il se tourne autour depuis des années maintenant. Aspinall se fout de la gueule de Cyril, notamment avec le film qu'il a fait. Voilà. Il est temps, il est grand temps. Et j'ai envie de te dire, même si Gann était dans une autre position, s'il était 3 ou 4e mondial, j'aurais quand même signé pour ce combat-là. J'aurais quand même voulu que ce combat-là soit la première défense de titre officielle d'Aspinal pour les raisons évoquées. Il y a un bif entre deux personnes qui sont habituées à ne pas en avoir. C'est excitant. Bah, c'est un peu excitant par défaut, j'ai envie de te dire, mais ce qu'il y a aussi, en plus de tout ce que tu viens de dire, beaucoup joué, je pense, c'est que ils se sont jamais affrontés. Tu vois, parce que même si Volkov avait battu Gann, avait été déclaré vainqueur et donc aurait serait passé devant, même d'un simple point de vue sportif pour le title shot, le souci, c'est que Volkov a déjà, à Spinal, il les a déjà fait tous ces combats. Voilà. Alors que contre Gann, il y a un côté, plus excitant, voilà, plus nouveau. Ça fait un peu. Volkov, il appartient un peu au passé en fait. Alors que Gann, malgré ses 2 title shots qu'il a déjà effectués, il fait partie de la jeune garde encore. Il est encore dans son prime. Lui contre Aspinal, effectivement, c'est un combat qui aurait dû avoir lieu il y a déjà longtemps. Donc en fait, les planètes s'alignent tout simplement. Voilà. Mm. Mais moi, ce que je Mais trouve un peu effrayant, je termine, c'est que euh, tout ce que tu viens d'évoquer là, ça nous promet quand même pas des lendemains qui chantent pour la catégorie. Parce que franchement, waouh, ça fait pas rêver. Hein. ouais, on espère la victoire de Bouchécha là la semaine prochaine hein, contre Marcin Boudaï avec son profil de JJB et combattant exceptionnel de ce point de vue-là. Pitié quoi. Pitié que ce soit pas un four parce qu'on en a vraiment besoin quoi. Enfin le gars est un homme providentiel. Il a 6 combats MMA pro et c'est l'homme providentiel quoi. Ouais. Donc en plus ça va pas faire trop de bruit. En plus s'il gagne, c'est pour l'instant c'est quand même un peu underground et tout. Donc voilà, je prie sincèrement parce que si c'est Valdo Cortés Acosta, la météorite, non enfin je veux dire on a déjà donné sur d'autres, on a déjà donné sur comment il s'appelle sur Taichi Vaza, on a vu, il y a des semblants de frissons avant et en fait on voit le plafond de verre dès le départ, on se dit il y a un potentiel divertissant et Cortés Acosta, non enfin je veux dire Mais non, mais c'est sûr. Non, non. mais de toute façon, puis en plus, tu as déjà eu Aspinal Blades, on l'a déjà fait 2 fois. Aspinal Volkov, tu vois, même si Volkov, je me répète, tu vois, il aurait eu une légitimité, mais il a déjà été battu par Aspinal en un round en plus, tu vois. Donc c'est beaucoup moins vendeur que ce Aspinal Gann, qui est clairement, Mm. euh,
paradoxalement, alors que Aspinall est champion, mais il n'est champion que sur le papier néanmoins, tu vois. Enfin, il a pris sa ceinture, on la lui a donnée, il l'a pas vraiment Mmh. gagné, donc il a encore des choses à prouver. Et malgré leur expérience à tous les deux, on dirait presque le combat de la nouvelle génération ou des deux prospects. Mais en ce sens, c'est aussi en ça que ce combat est quelque part logique. Là où un Blades ou un Volkov, ils appartiennent un peu à l'ancienne génération, à la précédente. Et maintenant que Jones est parti, Ngannou n'est plus là, c'est vraiment le combat de la nouvelle ère chez les lourds. Mmh. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est un peu les derniers des Mohicans quand même, hein. Spinal et Gann. Tu te dis, putain, une fois que le combat. Enfin, le truc, c'est que là, tu sais, c'est comme en boxe où quand t'as un, je sais pas, un Crawford contre Spence, t'as toujours la clause de revanche, Mmh. tu sais. Ouais. Bon, bref, Spence l'a pas prise, on sait très bien pourquoi, mais bon, le fait est que là, c'est quasiment un combat pour lequel tu signes avec une clause de revanche. Le perdant aura sa revanche, évidemment, surtout si c'était Aspinal. Mais même si c'est Cyril, je pense qu'en fait, la KT va tellement pas bouger derrière que bon, bah, on va se retrouver face à un bis repetita, quoi. Ah, mais le seul. Pitié que le combat soit serré, en fait, ça rendra la revanche évidente. Ouais, non, mais comme tu dis, et puis avec éventuellement un Almeida qui peut s'immiscer entre les deux, mais clairement, ça va se jouer entre les trois, là, dans les années à venir, dans les 2-3 ans à venir, parce que Blades, il va Mm. partir, Volkov, il a touché son plafond de verre déjà plusieurs fois, et les noms qu'il y a derrière, bon, tu les as cités, voilà, ils sont là. Ouais. Ah non, non, mais de toute façon, quand on parle de la montée de Pereira chez les lourds, en disant, bon, bah allez, s'il te plaît, monte, enfin, c'est qu'à un moment donné, voilà, il y a une logique, Oui, oui, absolument. il y a une logique, voilà, qui est assez implacable. Je ne serais pas mécontent d'ailleurs si deux trois light heavyweight un peu embêtés puissent pas monter. Je pense à un Jamal Hill, par exemple. J'aimerais bien le voir en lourd, à la limite, puisque là, il est bloqué en lourd léger et tout le monde se fout tellement de sa gueule que je me dis, bah tiens, vas-y, tu sais quoi, au pire. Monte, prends un peu du poids sur le haut du corps, sur les cannes, et puis comme tu es déjà un peu grassou, voilà, t'auras pas de mal à monter, donc j'aimerais, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement m'intéresser avec son style. On va pas faire l'analyse maintenant, mais parce que voilà, en plus on n'a pas eu le temps forcément de travailler les choses, mais moi quand je vois les combats qu'a eu Aspinal, Pavlovich, Tibura, on est sur des gars qui, sur les déplacements, le quadrillage de cage et sur le switch stance et sur la capacité à être bondissant en avant-arrière pour le travail en esquive, quelqu'un qui ne se jette pas à la bagarre à corps perdu, moi je peux aujourd'hui signer pour le fait que ça ne durera pas 1 minute 15. C'est improbable, impossible pour moi. Et pourtant, on a un passif Gann Jones où ça dure 2 minutes 30, hein. Mais je vois absolument aucune chance pour que Cyril fasse la même erreur. Oui, non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais de fait, on en reparlera, bien sûr, quand le combat arrivera. Mais moi, je m'avoue assez étonné. Alors, ça va peut-être changer maintenant que le combat est officialisé, et que voilà, vraiment, il y a la ceinture en ligne de mire. Mais ces dernières semaines, c'était vraiment les gens semblaient n'accorder plus aucun crédit à Gann. Voilà, et c'était Aspinal, limite c'était un combat, ça semblait être un combat facile pour Aspinal à entendre tout le monde. Moi, je serais un peu plus mesuré, tu vois, à chaud comme ça, parce que Gann, déjà, on ne sait pas trop. Certes, il a fait son film, il a été occupé, mais on sait qu'il a travaillé aussi. Donc, on peut imaginer, vœu pieux, qu'il a quand même travaillé les filières qui lui ont fait défaut lors de ces deux précédentes title shots. Et puis, ça reste quand même un striker exceptionnel. Donc, pour moi, le match sera quand même potentiellement bien plus serré que ne le pensent certains. Voilà. Après Aspinal, il apporte des choses incroyables. On en a déjà parlé souvent, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, comme tu l'as laissé entendre en tout cas, tous ces combats précédents, ça a été très rapide. Moi, je veux voir un Spinal qui est entraîné dans les eaux sombres par un Cyril qui a plus d'expérience. Cyril, on sait qu'il a le cardio pour tenir les 5 rounds. Aspinal,
je le subodore, mais je sais pas en fait, tu vois. Il y a des tas de questions en fait. Aspinall, il est tellement fort que ça pourrait presque se retourner contre lui, tu vois, quand est-il capable de supporter la pression d'un vrai title shot, surtout si ça va plus loin. Voilà, tout ça, ça va être vraiment, si le combat reste debout, si Cyril arrive à faire ses entrées, ses sorties, comme il sait bien le faire quand il est dans un bon soir, il y a des tas de choses qui me font dire que il y a match, il y a match. Ouais, moi il y a plusieurs choses, hein. Il y a l'ego en plus parce que Cyril, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, le fait qu'il se soit un peu évadé, qu'il soit parti un peu à droite à gauche avec le cinéma, avec les strass, tout ça, je pense que il a vraiment le profil du gars qu'il faut pas trop chatouiller quand même sur l'ego et que ça peut être un gars qui peut être très conscient parce qu'il est loin d'être con Cyril, qui est très conscient de l'opportunité qu'il a ici et qui va se donner à fond pour lui, pour sa famille, pour sa gloire et aussi par l'ego parce que on a un mec en face qui le tense et qui se fout un peu de sa gueule. Pas sûr que ça ce soit quelque chose sur lequel il soit très réactif. Et l'autre chose, c'est le profil. On en reparlera dans la preview. Moi, j'essaierai d'étudier la chose le mieux possible pour la preview. Un Cyril qui a progressé sur les défenses de takedown, il faut le souhaiter vivement. On n'a pas l'analyse pour le faire, mais je suis persuadé que si on se renseigne un petit peu dans les catacombes et dans les réseaux autour du MMA, on peut être sûr que ce mec-là a progressé sur la défense de sol. Et puis moi, surtout, ce que je me dis, c'est il y a un enjeu qui est très fort auquel je pense très vite dans l'analyse du combat, c'est la gestion de la frustration d'Aspinal. Parce que pour l'instant, tout ce qu'il a touché s'est transformé en diamant et s'est transformé en KO. Qu'en est-il? Moi, c'est pas le cardio moi qui m'inquiète. Aucune inquiétude là-dessus. En plus, ce mec, il a tellement peu combattu avant qu'il a qu'il a un réservoir MMA qui est faible, donc il a de la durabilité, il peut résister aux coups. Je suis pas inquiet là-dessus. Par contre, quand tu as l'habitude que les choses se passent comme prévu, le jour où ça ne marche pas, comment tu réagis? Et c'est aussi comme ça, et c'est aussi par ce biais-là qu'on décèle ce qu'est un champion. Pour le coup, ce qu'on peut dire, c'est que pendant 2 rounds et demi, Cyril, il a fait la leçon à Francis, qui est un profil, qui est un profil ô combien peut-être plus dangereux, je sais pas, enfin, c'est difficile à dire parce il y a des chaos de partout dans les deux sens, mais la zone de mort qui est capable de créer Francis, je sais pas si, et avec le charisme, l'aura qui dégage aussi, je sais pas si Aspinal peut dégager ça dans une cage, en tout cas en l'état. Donc, si tu as un Cyril qui est très fort sur les avant-arrière, et ça, franchement, c'est une des forces de Cyril. Si, avec des low kicks d'Aspinal, parce qu'il en envoie aussi, il est capable de switcher la distance, de checker certains low kicks et donc de garder des jambes dans un bon état, bah, le chemin de victoire, il est là, quoi. Quitte à faire de la boxe à distance, de la boxe en gestion et rendre le combat peu palpitant pour ce qu'est d'habitude les poids lourds. Moi, j'ai aucun problème avec ça, hein. Il y a une ceinture en jeu, les gars, à un moment donné. Peut venir par contre cette problématique qui est fausse, mais qui peut être dans l'esprit peut-être de certains, c'est de dire il faut montrer plus qu'un champion pour aller chercher la ceinture. Peut-être que c'est dans l'esprit de certains juges. Ça peut s'entendre sur certains combats, ça ne s'entendra pas dans d'autres. Mais moi, ouais, cet enjeu de la gestion de la frustration pour Aspinal, qui sera quelque chose de très nouveau et au sommet pour lui, pour moi, rencontrer un type comme Cyril, à ce moment-là de sa carrière, c'est pas une très bonne nouvelle, de ce point de vue-là. Ouais, non, non, mais tout ce que tu dis s'entend totalement. Totalement. D'autant que Cyril, je pense qu'il a, enfin, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûr, il a des choses à se faire pardonner, même vis-à-vis de lui-même. Tu vois, il en a pas Oui. trop parlé, mais on sait que son combat contre Jones, il est clairement passé à côté. Il le sait. Il le sait. Et il sait que ce soir-là, c'est pas le vrai lui qu'il a montré quelque part, tu vois. Les circonstances étaient telles que, il avait pris le combat en short notice, il pouvait pas dire non, mais ça s'est passé comme ça s'est passé, hein, on va pas l'effacer, mais Exactement. il vaut mieux que ça. Voilà, il vaut mieux que ça. Donc, ce troisième title shot, il est un peu inespéré, ça se goupille bien. Je pense que il va souvent ont été moqués, voilà, ses propensions à se disperser, à pas être très concentré, à pas considérer le MMA comme son premier vrai métier.
Mm. Mais comme tu l'as dit, il y a autre chose derrière et je pense qu'on va possiblement voir le meilleur Gunn qu'on ait jamais vu, en tout cas le mieux préparé. Moi, je le dis, hein, au 23 juillet au soir, 2 heures après l'annonce, Cyril prend la ceinture. Cyril prend la ceinture ce soir, là, dans l'état dans lequel je suis. Voilà. Je sais pas, Ça sera coupé au pire, et puis je vais être ridicule, mais je, c'est pas grave. je sais pas si ça en dit plus sur Cyril ou sur toi. Ouais, j'ai un côté panache, moi, j'avoue, hein, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Non, non, mais en tout cas, le chemin de victoire existe. Oui, ah mais complètement, complètement. Un Francis qui lutte et qui amène le combat dans d'autres sphères, c'est une tannée pour Cyril. Un Jones, comme le Jones, ça pouvait être une tannée pour Cyril et ça a été une tannée pour Cyril. Un Aspinal dans des dispositions où, pour le coup, c'est plus Jones, mais c'est lui qui récupère la lumière de Jones. Parce que ça, il faut penser aussi, hein. Étant donné qu'on est, c'est un cousin de la boxe, en tout cas, il y a beaucoup de la population de la boxe qui est venue vers le MMA. T'as la catégorie reine qui reste dans un coin de la tête de tout le monde avec les poids lourds. Même si ça se transpose beaucoup moins bien finalement, hein, les poids lourds en MMA qu'en boxe. Ça fait partie des catégories reines. Donc la lumière qui a été mise sur les lourds par Jones, elle est récupérée par un type qui pour la première fois de sa vie, et pour le coup on disait pas trop il dégage pas grand chose en dehors, il a pas le trash talk et tout. Il récupère tout ça, pression maximale contre un challenger qui sera peut-être un peu moqué au début. Ah, moi, je la vois bien l'histoire quand même. Je la vois bien l'histoire du Frenchie qui renverse tout. Ah mais En c'est... tout cas, j'ai envie d'y croire. Ouais, ben, en tout cas, le narratif fait que ça se dirige vers ça, tu vois. On dirait que vraiment les planètes s'alignent, voilà, les portes s'ouvrent au bon moment. Donc, Ouais. à Cyril d'en profiter, parce que là, pour le coup, ce sera compliqué quand même ensuite, tu vois, parce que s'il passe à côté, là ensuite, pour revenir une quatrième fois, malgré Ah, l'état de la c'est KT, chaud, hein. c'est chaud. Sauf si, comme tu l'as dit, il y a un combat extrêmement serré qui fait que, qui réclamera une revanche, voilà, Hmm. plus que les noms que tu as cités tout à l'heure et qui sont pas excitants, voilà, qui sont pas excitants. Donc écoute, ça fait Ouais. partie de ces rares moments où on a l'impression, Dieu sait on a eu l'habitude avec l'UFC des combats qui n'avaient pas forcément lieu d'être ou quoi. Là, on a l'impression, et surtout dans cette catégorie qui a été trustée par des gens qui, qui n'avaient pas forcément la légitimité, plein de combats qui se sont pas faits, qu'on a attendus. Là, tu as l'impression que, sinon d'un renouveau, mais en tout cas d'un combat qui fait sens. Ouais. Et Hmm. ça faisait Et puis la, longtemps. la dernière chose que je voulais dire sur ce combat-là, c'est que on en a vu une kyrielle en boxe et en MMA de combattants qui s'évitent jusqu'au moment où l'un décline tellement que l'autre finit par accepter. Euh, Là, pour le coup, ça aurait pu arriver il y a 3 ans. Ce que ça arrive aujourd'hui, c'est tout aussi cool qu'il y a 3 ans, je trouve. Ouais, mais ouais, et d'ailleurs c'est limite même un petit peu injuste, tu vois, là j'en reviens à ce que j'en disais au tout début concernant la légitimité de Gann, parce que quoi qu'il en dise, il a quand même estivé Aspinall plusieurs fois, et là aujourd'hui il accepte, forcément, puisque Aspinall est le champion et qu'il y a la ceinture. Hmm. Donc il y a un côté qui n'est pas forcément très juste ni très moral, mais le fait est que ça se goupille finalement pas si mal que ça non plus. Tu vois, Ouais. j'en viendrais presque à, à justifier le fait qu'il ait esquivé avant. Tu vois, tu te dis, bah, Ouais. finalement, ça se goupille bien au final. Donc, écoute. Hmm. Ouais, tout à fait. Bon, on va passer à l'UFC 320 hein, qui se déroulera donc 20 jours, 21 jours avant, 3 semaines avant, avec 3 combats qui ont été annoncés. La carte promet d'être l'une des plus belles de l'année hein, pour cet événement qui sera au T-Mobile Arena de Las Vegas. On va y aller des crescendo si tu veux. On commence par enfin, on va y aller crescendo plutôt, pardon, avec le Coco Main chez les poids chez les moins de 93, hein, chez les mi-lourds, avec Iri Prohaska contre Khalil Rountree Jr., le deuxième contre le quatrième de cette catégorie. Alors moi je sais pas toi, mais moi je suis emballé à fond. J'adore. Ben, alors, oui et non. Oui, parce que forcément,
c'est un potentiel banger, c'est le deux des combattants les plus explosifs de tout le roster, toutes catégories confondues. Donc oui, forcément en tant que combat. Après, tu vois, on vient de parler d'une catégorie, les lourds, qui est quasi sinistrée. Celle des light heavyweight, c'est pas à ce point, Moins. moins. Enfin, ouais, voilà. Mais voilà, mais le fait qu'on se retrouve avec ce combat qui est une sorte de demi-finale officieuse qui dit pas son nom, ça montre quand même qu'ils commencent eux aussi à manquer de personnalité, tu vois, parce que les deux ont été battus par Pereira. Ça veut dire que imagine que Pereira reprend son titre, s'il n'y a pas de trilogie derrière, c'est forcément l'un des deux qui aura le title shot alors que les deux ont été battus et même 2 fois pour Prohaska. Je peux pas m'empêcher de me dire que ça commence un petit peu à ronronner, ça aussi, tu vois, et ce serait bien. Alors, bien sûr, on va en profiter. Quand la cage se fermera, on sera excité, il n'y a aucun souci. Mais ce serait bien que dans pas trop longtemps, il y ait un renouveau aussi qui arrive. Ouais, ouais. Bah, en fait, il y a un con dans l'histoire, c'est Carlos Hulberg, Oui, qui est ouais. numéro 3 mondial, et qui au final est sur le quai, tu peux te dire, ouais, bah il prend Blachowicz, bah, il vient de le battre. Donc, à part un Hulberg, Alexander Rakic, Rakic qui est son dernier combat, donc la défaite contre Magomed en KLAF, il est sur 2 défaites de suite d'ailleurs. Est-ce que c'est dans ton intérêt de lui donner le numéro 3 mondial alors que toi t'es 7ème? Il est sur 3 défaites de suite d'ailleurs, Rakic, j'avais même pas fait gaffe. Bon, ça vaut pas le coup. Ou alors tu fais un Dominique Reyes shine break like a diamond et boum, tu lui donnes Carlos Hulberg, tu lui dis c'est ton jour ou jamais quoi. Ouais, mais bah, pauvre Hulberg, ça prouve, tu vois, tu as parlé de Aspinal qui manquait peut-être un poil de charisme, mais Hulberg, clairement, il n'a pas le rayonnement d'un Prohaska ou d'un Rountree qui est devenu semi-star depuis son title shot, donc on est à l'UFC. Ouais, j'avoue. Non, voilà, c'est le numéro 2 contre le numéro 4. Moi, je pense que dans un monde sportif idéal, tu fais un Hulberg Roundtree et puis tu mets un Proraska contre. Je sais même pas contre qui en vrai. Parce que tu vois, t'as Blachowicz et il a. Attends, Proraska Blachowicz, ça avait déjà eu lieu ou pas? J'ai un doute là. Je crois pas, hein. Il n'y a pas eu, non, non. Mais bon, bah, Blachowicz, en tout cas, non, ça sert à rien parce justement, il est sur un losing streak, donc c'est pas la peine. Jamal Hill, j'en parle même pas, il existe même plus. Rakic, 3 défaites de suite. Reyes, tu fais un Reyes Proraska 2, non, enfin, ça va être une exécution comme au premier combat, donc ça sert à rien. Ouais, non, c'est compliqué en fait parce que tu peux avoir que 4 personnes invitées et la cinquième elle reste devant la porte avec son cadeau et son bouquet de fleurs quoi. C'est- Ouais, excusez-moi, là, votre nom n'est pas sur la liste, pardon. Ouais. C'est... Hulberg, Non, monsieur, Hulberg. Non, 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 rien à voir. il faut circuler là. Ouais, ouais. Allez. Non, mais bah, c'est un peu triste pour le NZ, mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, si on parle juste du combat, ça promet des explosions, ça promet un combat qui semble assez décousu et déstructuré, mais ça, c'est par le biais de Proraska. Le Khalil Rountree, il y a 2 ans, aurait donné sa mort pour la science, je pense, contre Proraska. Là, quand tu vois ce qu'il a fait contre Jamal Hill, tu te dis, bon, il est probable que ça se passe très bizarrement aussi, mais il a été tellement, et c'était bizarre d'ailleurs, tellement dans le contrôle contre Jamal Hill que je sais pas. En fait, c'est vraiment la rencontre entre 2 gars déroutants, quoi. Ouais, il y en a un qui est déroutant dans le calme et l'autre qui est déroutant dans le chaos. Surtout, Roundtree, il a vraiment franchi un palier supplémentaire depuis sa défaite contre Pereira, où comme il l'avait mis en danger. Moi, je partirais quand même plus comme ça, vraiment à chaud, on en reparlera, mais quand même c'est compliqué. Parce que j'allais te dire plutôt du côté de Jiri, qui justement par son imprévisibilité peut apporter des choses qui seraient à même de perturber, de surprendre Roundtree, mais Jiri, on sait que ça peut se retourner contre lui aussi. Voilà. Et comment a-t-il digéré quand même? Il a eu des défaites, des chaos il n'y a pas si longtemps, là où Roundtree,
il peut l'étouffer aussi, effectivement, avec sa Ouais. puissance, avec son striking en ligne, et puis son côté Roundtree, c'est je débite, je débite, je débite. Tu n'as pas le droit Ouais, d'avoir ouais, des ouais. points des temps faibles, des temps morts Mm. face à lui. Après, souvent, c'est depuis qu'on fait le podcast, depuis qu'on a vu arriver Proraska, on l'a mis, je pense, plus souvent perdant. C'est possible, Et ouais. puis en fait, le mec, il est toujours là, il te sort toujours des victoires de l'espace. Ça doit être l'un des gars les plus compliqués à analyser, parce que juste, il dépasse l'entendement. Voilà, t'en as quelques-uns comme ça. Voilà, il en fait Ouais. partie. Donc c'est comme, pour reprendre ton expression que tu utilises parfois, c'est le genre de combat qui sera beaucoup plus facile à débriefer Ouais. qu'à analyser Et en encore. amont. Et encore, et encore. Moi, je veux juste plus de Proraska dans les UFC numérotés, comme ça, j'ai plus besoin de dire ce qui s'est passé. Je suis moins contraint par notre routine, on va dire. Mais Ah, ouais, non, c'est une tannée, c'est une tannée. Mais moi, tu vois, je vais évidemment, hein, je vais continuer d'aller vers Roundtree pour la simple et bonne raison que quand tu vois le travail d'annihilation enfin, c'était Wesley Snipes hein, contre Jamail, hein, c'est vraiment, c'est Blade, la réincarnation de Blade. Quand tu vois ce qu'il a fait aux jambes de Jamail, et quand tu vois que Proraska ne check absolument pas les low kicks jusqu'à temps que sa jambe soit en W, bon, j'imagine que même malgré le switch stance de Proraska, s'il perd une jambe au premier, il perdra la deuxième au deuxième round. Donc avec un Proraska démuni sans jambes, comme ça a été le cas contre Pereira, eh ben... ouais, enfin merde, contre qui il avait été aussi... je me rappelle... putain, je l'ai plus en tête, bon c'est pas grave. Euh, et un Proraska qui se déplace moins bien, c'est un Proraska qui est quand même moins dangereux, qui a pas cette espèce d'explosivité qui part d'en bas et qui, enfin, il te fait des Superman punch qui partent du bas. C'est très bizarre, c'est des Superman uppercut, des ouais, Superman uppercut, voilà, c'est ça. mais Ça a aucun sens. ouais, non, non, bien sûr, tout à fait. Mais on se retrouvera après le combat, qui gagne ou qui perde, ce sera à la fois surprenant et pas étonnant du tout. Ouais, c'est Parce ça, que c'est une tannée. Vraiment, je le répète, je suis voilà. désolé. Et tu vois, là, en t'écoutant parler, mais j'ai encore jamais vu, sauf erreur, ou vraiment vraiment des petites fractions, des petits bouts, mais je serais très curieux d'assister à un entraînement de Pro Wrestler en sparring et tout. Je me dis, mais un gars comme ça, comment, comment tu l'entraînes? Comment lui s'entraîne-t-il? Je sais Tu pas. vois, c'était Dans la forêt. tellement. Oui, ouais, ouais. Oui, ouais, effectivement. Sparring contre un platane. Ouais, effectivement. Effectivement. Ah, c'est compliqué à comprendre hein, tout ça. Mais en effet, oui, oui, on n'a pas de nouvelles des sparring de Pro Raska. Le combat suivant, c'est donc entre Merab et Cory Sandhagen. Bon, ça avait été annoncé, hein, c'est désormais officiel. Le co-main event de cette soirée, donc il y aura deux ceintures qui seront distribuées le même soir. C'est sur le papier, en tout cas, le combat de tous ceux-là qu'on va évoquer ce soir le plus déséquilibré. Quand même, Cory Sandhagen, il a vraiment une gueule à être le nouveau Dustin Poirier, quand même. Hein. Alors, Ouais, c'est pas faux. oh là là. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux et en même temps, je suis content pour lui quand même, tu vois. On est content Bah, que grave, voilà, bah qu'il a oui, enfin oui, le oui. title shot, même si sur le papier, c'est pas complètement logique non plus, tu vois. Mais en même temps, pour reprendre ta démonstration de tout à l'heure chez les poids lourds, ben voilà, Merab il a fait le vide, plus que le vide. Donc c'est le dernier nom à cocher sur la liste. A priori, effectivement, sur le papier, ça paraît pas trop compliqué. Après, l'expérience nous montre que, attention, quand un combat a l'air un peu trop facile, voilà, il peut arriver des tas de choses, mais c'est vrai que de tous les combats dont on parle là ce soir, c'est et de loin celui qui a l'air le Mm. plus couru d'avance. Voilà, quoi. Ouais. Mm. Bah, en fait, moi, je me dis quand même, Cory Sandhagen, c'est le striking le plus virtuose, peut-être. Même si, voilà, O'Malley est quand même... Non, c'est peut-être pas le bon mot parce qu'O'Malley est beaucoup plus virtuose, mais Cory Sandhagen a un potentiel du coup surprenant supérieur à celui d'O'Malley, à mon avis.
Souviens-toi, le coup de genou à Frankie Edgar, par exemple, il sort de nulle part. Il sort vraiment de nulle part. Il est face à lui, il déploie le genou à une vitesse dingue et bam, c'est terminé. Euh, Merab, vu les entrées qu'il a, ou parfois, enfin, il a tellement confiance en son menton que c'est parfois difficile à. C'est parfois, il y a peut-être parfois des entrées. Il lui faut un lucky punch ou un lucky kick. C'est quasiment obligatoire. Et qui dit la chance dit que bah, même avec le meilleur training camp du monde, il va falloir quand même bénéficier d'un truc supplémentaire. Mais quand tu vois comment O'Malley était sur une forme de défensive dans le deuxième combat, dans le rematch, et qu'il était tellement obsédé par la défense de lutte qu'en fait il en avait un peu abandonné ce qui faisait sa force, c'est-à-dire la virtuosité de son striking, qu'on avait vu contre Sterling par exemple, où vraiment il a le coup d'œil du maître et il l'envoie au sol. Mine de rien, il prend des coups, hein, Merab. Et Sandhagen, j'ai peur qu'en fait il soit lui aussi un peu trop obsédé par la défense de lutte, ce qui est pas du tout son point fort, même s'il a fait des progrès, mais il a plus fait des progrès dans la sortie de grappling de JJB plus que dans la lutte en tant que telle, en fait, Sandhagen, j'ai l'impression. Et en fait, Merab, il a juste envie de te lutter. Parce que lui, il veut juste. Il est pile, pour moi, il est pile dans ce que Sandhagen, il aime pas. Tu vois, quand le combat de Sandhagen contre Umar, il a des sorties de grappling qui sont excellentes. Tu vois que putain, ça taffe bien, c'est dur, il y a la garde papillon, tout ça, il fait du super taf. Mais il a énormément de mal, surtout au centre de la cage, à t'empêcher d'être amené au sol. Et Merab, lui, il en a tellement rien à foutre de te mettre au sol, il veut juste faire des tentatives, faire des tentatives, faire des tentatives, jusqu'à ce que tu disais, tu sais quoi, les gants, je les pose, allez, je prends ma retraite et je me casse. Que j'ai l'impression que c'est ce qui peut se faire de pire pour Sandhagen, en fait. Ben, s'il n'y avait pas eu le combat entre Sandhagen et Umar, on pourrait se poser des questions. Hélas, pour Sandhagen Ouais. et pour nous, parce que ça avait été quand même rien contre Umar, hein, mais on est vraiment Sandhagen. On l'avait vu en direct ce combat et ça avait été un calvaire à suivre parce que comme c'était la marée qui revient, l'eau qui revient éternellement. Et c'est vrai Ouais. Ouais, non, mais... et Merab, c'est la même chose, mais en puissance ouais, c'est 10. le tsunami. Effectivement, ouais, C'est le tsunami qui c'est revient. le donc tu dis parce que même si Sandhagen, comme tu le dis, a des bonnes sorties au sol, mais c'est très énergivore. Et ça, Ouais. effectivement, bah, face à Merab, Ouais. c'est pile le profil qui peut le Mm. gêner. Sachant qu'il avait, ouais. Sachant qu'il avait beaucoup pioché au 4 et 5e contre Oui, Omar, hein, si absolument. je me Oui, souviens bien. absolument. Et sachant que le même Oumar a pioché contre Merab dans ces mêmes rounds. Donc, ouais, non, non, mais clairement, clairement. Après, je me Le dis, truc délire. juste, mais là, c'est un peu irrationnel, que justement, ça semble tellement déséquilibré que il peut y avoir peut-être des choses qu'on verra dans le combat dont on n'a pas encore C'est sûr. conscience, mais c'est un peu la méthode Coué, parce qu'il y a aussi de grandes chances que Merab nous claque un 50-45, comme il fait depuis désormais depuis quelques années. Donc le mec, Ouais. s'il a fait ça à des calibres comme Cerudo, Petroyan, O'Malley, Oumar, Sandhagen, sans lui manquer de respect, c'est pas forcément le même calibre. Et je Mm. trouve de Mm. fait ta comparaison avec Poirier extrêmement juste. Voilà, parce que on a un combattant qui est hors classe, vraiment, c'est un talent générationnel face à un excellent combattant. Voilà. Mm. Mais Ouais. ça risque de pas suffire. Exactement, exactement, exactement. Et puis donc le main event, Magomed Ankalaev contre Alex Pereira, épisode 2. Écoute, moi, Lionel, la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant l'officialisation de ce combat, c'est que l'UFC fait vraiment le jeu d'Alex. Parce ils lui ont laissé du temps. Mm. Le premier combat entre les deux, c'était, je vais redonner ça tout de suite pour être dans l'exactitude, c'était le 9 mars dernier. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ce sera 7 mois plus tard, sachant que Pereira avait un rythme effréné jusqu'à présent. Il y avait un besoin de repos. Mm. Ils auraient pu faire la revanche plus tôt sur des cartes un peu miteuses, comme celle qu'on vient de se fader là, en juillet. On étire la chose un peu plus. 7 mois plus tard, c'est le combat revanche. Ça fait le jeu de Pereira de mon point de vue. Et voilà, c'était la première chose que je voulais dire en tout cas. Ouais, mais parce que enfin,
Moi, j'aime bien Ankalaev, hein, en tant que combattant, il n'y a pas de souci, mais en tant que champion au rayonnement international, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, Ah ce bah, type. Il n'a aucun charisme, on ne le voit jamais nulle part, et ses seules sorties, c'est pour dire de la merde sur Pereira, mais même pas du trash talk habile ou rigolo, tu vois, c'est juste gênant. Donc là, clairement, ça fait partie des quelques cas où tu sens que l'UFC, je dis pas qu'ils veulent s'en débarrasser, mais disons que si Pereira reprend son titre, ils seront pas malheureux. Et je pense qu'Ankalaev, jamais plus il retouche un title shot. Enfin, pas avant plusieurs années en tout ouais, cas. Donc, ouais. donc ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais après, on peut aussi. Ça n'a pas été un mal pour Pereira d'un peu se reposer parce qu'il avait beaucoup Bah, trop enquillé et sans rien enlever à Ankalaev. Là, leur premier combat, on peut imaginer que Pereira était peut-être un poil rincé. un peu rincé. Hmm. Et puis peut-être mal préparé aussi, et peut-être aussi dans un mauvais soir, hein. C'est fort Parce possible. que Oui, quand oui. tu vois les dispositions dans lesquelles il a quasiment jamais envoyé le bras arrière, enfin le bras avant, pardon, en l'occurrence son fameux crochet gauche, et que il était vraiment pas bon dans les timings, quoi. Et bon, le combat tel qu'il s'est passé, c'est à la fois un excellent game plan d'Ankalaev qui aurait tort de faire autre chose, et d'un autre côté, tu as vraiment l'impression que Pereira a pas passé une bonne soirée à cause du game plan, mais aussi par ses prédispositions, quoi. Oui, Je veux dire, absolument. à ne même pas envoyer le crochet qui est ton arme destructrice, qui terrorise tout le monde depuis 3 ans, 4 ans maintenant, à peu l'envoyer en tout cas. Il a pas, c'est pas comme s'il l'avait pas envoyé, mais il l'a peu envoyé. Je pense vraiment qu'il était pas dans les bonnes dispositions. Donc moi, cette revanche-là, j'ai envie de l'avoir, Oui, non, non, bien clairement. sûr. Mais surtout ce que tu viens de dire, là, que Ankalaev serait bien disposé à refaire le même game plan, ça veut dire un petit peu que, en creux, que Ankalaev, ben, je le vois difficilement faire autre chose ou surtout faire quelque chose de mieux. Tu vois, j'ai l'impression qu'il avait surperformé au premier combat. Il avait fait le combat parfait et il avait gagné, il n'y a aucun souci. Là où effectivement, tu vois, là, et comme toi, je ne l'imagine pas forcément faire autre chose. Alors que, même s'il y sera contraint, alors que Pereira, on voit des axes d'amélioration. Il ne pourra que s'améliorer, de toute façon, par rapport à ce premier C'est clair. fight. C'est clair. Non, non, mais en tout cas, ouais, ça donne bien envie, hein. On réserve déjà nos soirées du 4 et du 25 octobre, à mon avis. Ah ben, On aura de quoi être heureux. on est bien. Surtout qu'a priori, le 25, comme c'est à Abu Dhabi, ce sera normalement à heure amicale pour nous, Européens. Oh là, je l'avais oublié cette bonne nouvelle. Oh, c'est bon ça. Donc, C'est bon ça. Très très bon ça. donc tu vois, je mets. Et là, Non, mais c'est. on va pouvoir s'échauffer ce week-end déjà. Ouais, non, mais c'est clair. Mais tu vois, en plus, c'est rigolo parce qu'on se dit même au niveau du. Je veux pas trop en faire, mais au niveau du destin, que Gann ait son title shot à une heure où tout le monde ici pourra le voir. Bon, c'est pareil pour Aspinal, ceci dit, hein. Mais c'est. Qui sait? Qui sait? C'est un beau cadeau pour nous. Oui, absolument. C'est un beau cadeau pour nous en effet. Eh ben écoute, mon cher Lionel, je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour faire un petit, euh, un petit regard rapide sur ces 4 annonces de l'UFC. On aime bien faire ça, nous, la team, quand on a un peu le temps de le faire. Donc, bah, j'espère que ce podcast vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu sur YouTube, malgré mon regard fatigué et mes cheveux qui se barrent un peu dans tous les sens. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter également pour interagir avec nous. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao.